Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo consacrée à l'hyperphagie. Vous savez, c'est le fait de consommer beaucoup d'aliments d'un coup, de façon un petit peu impulsive, non contrôlée et en le regrettant souvent après. Alors pourquoi aborder ce sujet-là sur ma chaîne qui est plutôt consacrée à la kinésithérapie? Eh bien, c'est parce que en tant que kiné, en général, nos patients, nos patientes, quand ils nous font confiance, ils nous parlent de sujets différents et notamment aussi de leurs troubles alimentaires ou de leurs problèmes de surpoids. Et l'hyperphagie, c'est quelque chose pour lequel mes patients et mes patientes m'ont de temps en temps questionné, quelque chose que j'ai connu moi aussi en tant que personne, et donc j'ai eu envie de creuser un peu plus le sujet pour en faire un article pour mon site internet kinédarbois.fr. Vous avez le lien sur dessous parce que vous y retrouverez notamment toutes les études scientifiques sur lesquelles je m'appuie. Parce que moi, un petit peu, ma patte, c'est d'aller chercher ce qui se dit dans la littérature scientifique internationale pour étayer un peu les avis personnels ou les avis des professionnels sur le sujet. Donc, on va revenir sur le diagnostic de l'hyperphagie, les symptômes, les tests que l'on peut faire, les causes aussi connues, et puis les traitements. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des études qui le prouvent, etc. Donc, si je vais trop vite ou si j'ai été imprécise, n'hésitez pas à vous référer à l'article qui est en lien ci-dessous. Je suis toujours en général plus à l'aise et plus performante, entre guillemets, à l'écrit qu'à l'oral. En tout cas, c'est moins pire, si l'on peut dire. Donc, dans un premier temps, on va voir les symptômes. Comment savoir si vous avez vraiment de l'hyperphagie? Donc, ça se résume par le simple fait de manger trop de temps en temps, mais ça peut être aussi quelque chose qui arrive très souvent et c'est pas forcément associé à une prise de poids. Donc, les 6 choses un peu classiques quand on a l'hyperphagie, c'est que vous avez tendance à consommer de très grandes quantités de nourriture en peu de temps et même si vous n'avez pas forcément très faim. Deuxièmement, c'est que vous vous sentez incapable de vous arrêter de manger pendant, même si vous sentez que vous avez déjà assez mangé. Troisièmement, c'est qu'après avoir mangé de manière excessive, vous ressentez un peu de culpabilité, de honte ou un dégoût de vous-même. Quatrièmement, c'est le fait d'avoir tendance à vouloir manger un petit peu en secret, pas devant tout le monde. Cinquièmement, c'est que vous pouvez commencer à faire des régimes stricts, mais les interrompre brusquement pour avoir ces petites phases de crise alimentaire où vous mangez beaucoup. Sixièmement, ça peut être le fait d'avoir des nausées ou un inconfort digestif ou des difficultés à dormir la nuit parce que justement vous avez trop mangé par rapport à ce que votre organisme avait besoin. Souvent, les crises, elles surviennent la nuit, ou plutôt en soirée. On parle d'hyperphagie nocturne quand ça arrive la nuit, parce que ça peut arriver aussi, notamment en raison des fluctuations hormonales. Je vous ai mis ici un petit schéma qui récapitule la fréquence des gens qui sont concernés par l'hyperphagie dans les différents pays du monde. Vous avez par exemple en Italie, qui est le pays le plus proche de nous, parce que je suis en France, on a chez les femmes et les hommes environ 1% de la population, une personne sur 100 qui est touchée. Au Brésil, selon les statistiques, c'est 5 personnes plutôt sur 100, etc. Donc, pour faire un diagnostic plus précis, si vous consultez par exemple un médecin, vous pouvez aussi le faire en ligne, eh bien, on vous fait passer parfois un test qui est autodéclaratif, c'est-à-dire que vous allez répondre à des questions, ça vous donnera un score et en fonction, eh bien, ça vous dira si vous êtes probablement ou non atteint de hyperphagie. Donc, c'est 16 questions où il faut répondre parmi 2 ou 3 réponses possibles et après, ça vous donne un score et s'il est égal ou supérieur à 18, eh bien, c'est que vous êtes probablement atteint d'hyperphagie, 46 étant le score maximal possible. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site internet, le lien est ci-dessous, et gratuitement réaliser le test en répondant aux questions, en cochant, et ça vous donnera automatiquement le calcul. Je vous donne à titre illustratif la première question, qui est un peu représentative du type de question auquel vous pouvez vous attendre. Donc, cochez l'énoncé qui vous correspond le mieux parmi ces 4 propositions. Je ne me sens pas gênée par mon poids ou la taille de mon corps quand je suis avec les autres. Ou, autre possibilité, je suis soucieux de mon apparence physique vis-à-vis des autres, mais en général, je ne suis pas déçue par moi-même.
ou je suis gênée par mon apparence et mon poids qui me déçoivent, ou je suis très gênée par mon poids et fréquemment j'ai honte de moi-même et je me dégoûte, j'essaie d'éviter les contacts sociaux à cause de cette gêne. Alors vous voyez que cette première question, elle n'est pas directement en lien avec le comportement de consommer beaucoup de nourriture, mais voilà, c'est une des différentes questions que vous pouvez remplir pour avoir votre score, voilà, jusqu'à la 16e. Ensuite, vous cliquerez sur calculer le score et ça vous donnera un résultat chiffré qui peut servir de base, par exemple, pour en discuter avec votre professionnel de santé, pourquoi pas kiné, mais aussi médecin généraliste, diététicien, nutritionniste, etc. Alors, pourquoi vous en souffrez? Pourquoi vous et pas d'autres? Il y a eu des études réalisées sur les jumeaux et sur les familles qui tend à montrer que l'hyperphagie se manifeste plus chez certaines familles que d'autres et qu'il y a probablement une composante génétique, comme pour beaucoup de maladies. Environ 39% à 57% des variations dans la prédisposition à développer ce syndrome, elles pourraient s'expliquer par des facteurs génétiques. Il y a d'autres facteurs de risque aussi identifiés. Alors, ça ne veut pas du tout dire forcément qu'on les retrouve plus, ça veut dire justement qu'on les retrouve plus chez les gens qui ont de l'hyperphagie, mais c'est pas forcément ça qui a causé l'hyperphagie. C'est juste qu'ils sont plus prévalents, ces facteurs, ils sont plus présents chez les gens qui ont de l'hyperphagie que dans la population générale qui n'en a pas. Donc, ces facteurs-là qu'on retrouve le plus, c'est avoir eu de l'obésité quand on était enfant, avoir eu une perte de contrôle alimentaire déjà durant l'enfance, être perfectionniste avec toute la subjectivité qu'il y a par contre derrière ce terme et comment l'objectiver, les problèmes de comportement, les abus de substances, alcool, tabac, drogue, etc., les préoccupations familiales liées au poids et les problèmes alimentaires, les conflits familiaux et les problèmes de parentalité, une psychopathologie d'un de vos parents, des abus physiques et sexuels, une altération de la santé mentale, une perception déformée de l'image corporelle et enfin une altération du microbiote intestinal. Donc vous voyez, il y en a, c'est quand même assez des choses qui sont assez fréquentes, par exemple l'altération de la santé mentale, mais voilà, c'est les facteurs qu'on retrouve le plus chez les gens qui ont de l'hyperphagie par rapport aux autres. Ça ne veut pas du tout forcément dire que vous en avez un de ceux-là. Vous pouvez être aussi l'exception qui confirme la règle. Combien de temps ça dure? Alors j'ai été très étonnée quand j'ai regardé justement, j'aime bien regarder les chiffres d'évolution des pathologies, et pour l'hyperphagie, les données qu'on a, c'est que chez l'adulte, en général, quels que soient les traitements mis en place, on constate une évolution qui dure entre 14 et 16 ans, donc quelque chose qui dure vraiment des années. Encore une fois, pas d'inquiétude, c'est, on va dire, une moyenne, une tendance. Il y a des gens aux deux extrêmes, il y a des gens chez qui ça dure beaucoup moins longtemps et d'autres chez qui ça peut perdurer peut-être toute la vie, mais vous êtes probablement entre ces deux extrêmes. Enfin, peut-être la question qui vous occupe le plus, c'est comment traiter l'hyperphagie. Qu'est-ce qu'on sait des différents traitements? Donc, il y a deux grands types de traitements qui sont issus des recommandations internationales et pour lesquels les études cliniques montrent un bénéfice-risque, une ratio bénéfice-risque favorable de manière générale, mais bien sûr à évaluer au cas par cas en discutant avec votre médecin traitant. C'est premièrement ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont en général faites avec des psychologues, avec des psychiatres, plus rarement avec des psychothérapeutes. Donc, c'est vraiment pas une prise en charge psychologique classique, entre guillemets, c'est un type de prise en charge bien spécifique, qui a plus démontré son efficacité que, par exemple, juste, entre guillemets, parler avec son psy. Et le deuxième axe de traitement, c'est la prise de certains médicaments, notamment antidépresseurs de seconde génération, anticonvulsants, des stimulants, etc., que des médicaments qui sont bien sûr sous prescription et avec bien sûr des effets secondaires potentiels, donc à discuter au cas par cas avec votre médecin. Alors, concernant les psychothérapies, je suis allée un petit peu regarder en quoi elles consistaient concrètement, sachant qu'en France, par rapport à d'autres pays, notamment anglophones, on est moins familier des thérapies cognitivo-comportementales. Si vous vous intéressez à ça, il faut bien que vous demandiez au psychologue que vous contactiez s'il pratique bien ça, parce que parfois en France, on trouve des psychologues qui ne sont pas orientés vers ces pratiques-là. Donc, il y a eu notamment une synthèse de 81 études qui a porté en tout sur plus de 7000 personnes atteintes d'hyperphagie. La plupart de ces personnes, c'était des femmes qui sont plus touchées par l'hyperphagie, avec un âge moyen d'une quarantaine d'années et un IMC
supérieure à 35. Ça veut dire des personnes qui étaient en obésité elles étaient hyperphagiques en moyenne depuis 18 ans. Donc vous voyez que les études, elles sont testées chez des gens qui sont en obésité, probablement en partie liée à cause de l'hyperphagie, et chez qui l'hyperphagie dure depuis longtemps. Donc c'est une population un peu spécifique dans laquelle vous vous retrouverez peut-être pas. Et en général, quand elles suivent des thérapies, c'est pendant longtemps quand même, parce que quand on a mis en place pendant longtemps certaines habitudes de vie, il faut souvent du temps pour en sortir durablement et définitivement. Et donc, c'était 16 semaines de thérapie cognitivo-comportementale, soit 4 mois. Et les résultats ont montré que les psychothérapies avaient des effets modérés. Elles réduisaient les crises, la fréquence des crises où on mange beaucoup. Elles amélioraient les symptômes liés aux troubles alimentaires et à l'humeur par rapport aux gens qui étaient simplement sur liste d'attente. Et ce qui est intéressant, c'est que les améliorations, elles étaient maintenues lors des suivis 6 et 12 mois voilà, et après l'arrêt des séances, et la moitié des personnes à ces échanges-là étaient arrivées à arrêter les crises. On n'a pas par contre de données sur le plus long terme. Par contre, il n'y avait pas d'amélioration notable de l'IMC, donc de la perte de poids. Donc si pour vous, vous avez envie de faire ça, surtout pour la prise de poids, eh bien sachez qu'a priori, ça n'a pas d'impact direct, en général, bien sûr, avec toujours des exceptions sur les personnes. Il y a des personnes qui semblent mieux répondre que d'autres aux thérapies cognitivo-comportementales dans le cadre de l'hyperphagie. C'est celles qui ont une réduction des crises dès les premières semaines, celles qui n'ont pas d'addiction à des substances comme l'alcool et le tabac, les personnes plus jeunes avec un IMC plus bas et qui a un bon fonctionnement sociable avant le trouble. Concernant les médicaments, la plupart des études ne suivent pas les gens longtemps après la prise du médicament. Vous voyez que dans le cas des psychothérapies, les gens étaient suivis 6 mois, 12 mois après, alors que les médicaments, on n'a de recul qu'en général sur 3 mois au mieux après la prise, ce qui pose problème. Et pareil, les effets sont pas non plus sensationnels, mais c'est quelque chose, bien sûr, à avoir en tête parce que on est souvent démunis face à ce type de pathologie. Voilà, j'ai dégrossi un petit peu ce qu'on sait dans la littérature scientifique internationale. Si vous avez des questions, des remarques, un complément d'information à apporter, eh bien, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous cette vidéo. Et puis, si vous voulez faire le petit test, je vous encourage à aller sur mon site internet kinédarbois.fr. À bientôt!